7. Baissez les bras? Jamais. Vous ne serez peut-être que 10, mais à votre tour vous inspirerez 10 personnes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit des millions. État des lieux. L'injustice? Ce n'est pas compliqué, elle est partout. À commencer par la loterie de la naissance. 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais la grande majorité des joueurs a perdu. Avant même notre naissance, la vie est tracée dans les grandes lignes. Et on peut faire pire qu'en France. Dans certains endroits, naître est une tragédie. Vous le savez, et le constatez à vos dépens, si vos parents n'ont pas fait d'études, sont pauvres, violents, alcooliques ou absents, le chemin sera ardu. Est-ce que ça vous donne le droit de baisser les bras? Pas du tout. Tirons parti des injustices pour muscler notre volonté. Voilà les bons ressorts. Et maintenant, décollage. La culture, c'est la première des richesses, avec les codes sociaux. Ça permet de se préparer à la vie. Si vos parents ne connaissent pas les codes, s'ils ne savent pas à quel point l'homme est un loup pour l'homme, s'ils n'ont pas compris que d'autres vous écraseront pour vous maintenir tout en bas de l'échelle et se garder les meilleures places, c'est mal parti. Les injustices vont s'enchaîner, un déferlement d'inégalités, d'iniquités, de partialité, de favoritisme, de passe-droit et de reproduction sociale. Bienvenue en France. Pour commencer, puisque vous n'aurez pas eu accès aux bonnes écoles, élémentaires, collèges, lycées, vous ne serez jamais au niveau des futures élites qui se forment déjà dans les meilleurs établissements parisiens. Ils ne s'appellent pas Henri IV ni Louis le Grand par hasard, on y prépare les conquérants de demain. Ces noms célèbres seront les artisans de votre soumission. Un lycée élitiste ne risque pas de s'appeler Spartacus ou Attila, on l'a vu, il ne s'agit pas d'émanciper le peuple, mais de promouvoir l'élite qui le réduira en esclavage moderne. La course de la vie vient à peine de commencer que vous êtes déjà en retard. Empêtré dans les obstacles qui vous collent à la peau. Qui vous obsèdent. Pendant ce temps, les élèves privilégiés font des stages en entreprise. À la Défense, et non comme magasiniers dans une supérette. Même clivage dans les activités extrascolaires. Vous vous rappelez? Vous jouiez au foot ou vous couriez en cercle dans la cour quand ils alternaient tennis et équitation. Soyez déjà contents, les profs ne sont pas absents. Mais est-ce que vous allez baisser les bras pour autant? Jamais. Pourtant, revenons à nos établissements parisiens élitistes. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'être masochiste. Simplement de bien regarder la réalité en face pour mieux l'affronter. Ceux qui sortent de Louis le Grand ou d'Henri IV sont déjà sur d'excellents rails. Ils vont rentrer en prépa. Vous avez eu un bac technologique de justesse. Alors que ça bouchonne sur Parcoursup et que vous ne passerez pas toutes les étapes de sélection, sans compter qu'il faut remplir ce fichu dossier de demande de bourse au CROSS et que vous avez peu de chances qu'on vous loue une chambre d'étudiant, les anciens d'Henri IV et de Louis le Grand profitent de cours privés et d'appartements payés par leurs parents. Parés pour la prochaine rentrée universitaire. Et les suivantes. La haine vous ronge? Normal. Sauf qu'elle ne fait que vous détruire. Faites-en une énergie positive. Et ne baissez pas les bras. Schématisons encore, vous finissez dans un BTS que vous détestez ou vous faites une formation pour conduire des bus à la RATP. Et les anciens élèves de Louis le Grand rentrent à Sciences Po, l'ENA, HEC, l'ESSEC. Quelques années plus tard, ils feront du droit, du business, de la politique. Et puisqu'ils sont allés à l'école ensemble depuis la maternelle, que les familles se connaissent, ils se cooptent, s'entraident quand il s'agit de monter des start-up, lever des fonds, pendant que vous ne disposez d'aucun réseau, contact, ni d'aucune banque pour vous soutenir et parvenez difficilement à payer votre loyer. Encore la reproduction sociale. Bienvenue dans la VE République. Reproduction et fracture sociale. 1% seulement des entrepreneurs français se sont faits seuls. Sans aide, sans financement. C'est un chiffre de la French Tech Tremplin, un programme de soutien officiel du gouvernement, dont j'étais parrain en 2019. Il s'agit d'aider les jeunes de la rue à s'en sortir, notamment en les intégrant à l'écosystème start-up. Ils auront une bourse de l'État et apprendront auprès de coachs qui ont créé de belles sociétés. Nous n'avons pas encore de recul pour en mesurer l'impact, mais déjà, nous expérimentons quelque chose. Les ventures capitalistes, VC, sont les investisseurs qui financent les start-up. Ils se connaissent tous, vivent sur leurs acquis, passent beaucoup de temps à parler,
s'échangent des postes. Toujours les mêmes noms bien français et souvent à particules. Sans surprise, issus des mêmes grandes écoles. Ils travaillent entre eux, investissent entre eux, se reproduisent entre eux, le favoritisme à son paroxysme. Inutile d'envoyer votre CV si vous ne connaissez personne. Sans piston, c'est perdu d'avance. Certains ont même l'indécence de créer leur propre fonds d'investissement avec l'argent des parents. Ça donne des situations ubuesques où des héritiers qui n'ont jamais travaillé de leur vie viennent en board, le conseil d'administration, expliquer comment gérer votre entreprise. Comme si l'argent leur donnait la légitimité d'avoir un avis. Si vous aviez été recruté chez un de ces VC, vous auriez malheureusement constaté qu'on impose d'investir sur un type de profil bien défini. Homme blanc, 30, 35 ans. Grande école et bien connecté. Tant qu'on ne changera pas d'investisseur, il n'y aura pas d'égalité dans l'univers start-up. Ils détiennent l'argent, créent les réussites. En injectant des sommes énormes. Entre 5 et 500 millions d'euros par levée de fonds. Les VC sont eux-mêmes financés par des LP, Limited Partner Asterisk. Grandes familles, industriels, fonds de pension, qui les abondent astérisque en échange d'une bonne rentabilité. La boucle est bouclée. Les riches actuels créent les prochains. Si vous n'êtes personne, il est quasi impossible d'être financé pour son projet. Votre père n'est pas PDG d'une grande banque. S'il l'était, il financerait votre projet de néobanque sans sourciller. Pas avec son argent bien sûr. Mais avec celui de la banque. Ces mêmes entrepreneurs privilégiés sont persuadés d'avoir du mérite. Je me rappelle une conversation surréaliste avec un start-upper connu, dont les parents sont très riches. Anthony, je t'assure que j'ai galéré au début, comme tout le monde. Je ne me suis pas versé de salaire pendant 1 an. Intrigué, je lui demande comment il faisait pour payer son loyer. Réponse lunaire, je n'avais pas de loyer à payer car mon père m'a acheté un appartement à 25 ans. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait d'un 200 mètres carrés place du Trocadéro, un des quartiers les plus chers de Paris. 3 millions d'euros, beau cadeau. Cela démontre bien l'incapacité des élites à appréhender la situation du peuple. Ils sont trop déconnectés pour avoir conscience de l'existence d'un autre monde. Le vrai. D'autres gens. Des vrais. Prenez nos politiciens. Dans leur tour d'ivoire, payés par nos impôts, ils nous imposent des règles qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. On se souvient tous de cet homme politique qui fait un discours devant un pupitre où est inscrit « Luttons contre la fraude fiscale ». Il sera condamné quelque temps plus tard, après avoir assuré devant les députés. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant ni avant. À l'instar d'autres politiciens condamnés avant lui, il reviendra sûrement à la vie politique dans quelques années, comme si de rien n'était. Le peuple oublie qu'il a le pouvoir d'inverser la situation. Ce n'est pas nous qui devrions avoir peur des politiciens, mais l'inverse. Aujourd'hui, les carrières politiques servent de tremplin. Les hommes d'État se font leur petite notoriété, remplissent leur carnet d'adresses, et finissent par faire du business en siégeant dans des sociétés en Russie, à Dubaï, au Moyen-Orient. Et quand ils donnent une conférence de 2 heures, ils empochent 20 000 euros. Fracture sociale. Discrimination. Ségrégation. Car les humains malheureusement ne se mélangent pas. Les milieux non plus. Parfois, les riches viennent s'encanailler chez les pauvres. Ils en ont les moyens. Alors, il leur arrive de jouer aux explorateurs. L'inverse n'est jamais vrai. Quand vous êtes pauvre, les riches ne vous laissent pas rentrer chez eux. Il va falloir que le peuple se réveille. Il ne peut plus accepter la vie qu'on lui impose sans broncher. Tout le monde doit pouvoir choisir son destin. La preuve que c'est possible, l'exemple PAP et pille. L'ascenseur social est en panne. Démoli, même. L'écosystème start-up est un concentré d'inégalités, et à tous les niveaux. Le plus dur, c'est déjà de commencer. Avoir l'idée et le culot de créer un projet sans être sorti d'une école de commerce ou sans avoir un guide paraît tellement compliqué qu'en général on ne se lance pas. Les entrepreneurs qui se sont jetés à l'eau le disent, le plus dur, c'est la ligne de départ. Heureusement, on ne s'en rend pas compte tout de suite, sinon on ne partirait jamais. Alors, on se lance dans l'inconnu, on découvre qu'il est effrayant, mais une fois qu'on y est, trop tard, il faut aller au bout. On n'avance pas à pas. On esquive les obstacles.
Lancer une start-up peut demander des millions d'euros. Où les trouver sans relation? Comment préparer sa levée de fonds? Vous ne savez absolument pas ce qu'est un deck, document de présentation, ni combien de pages il doit faire. Dernièrement, après une journée surchargée, j'ai aidé un couple de fondateurs qui n'avaient au départ aucun code start-up, mais qui sont en train de faire mentir leur destin en réalisant de grandes choses. Certains reconnaîtront Abed et Fatia, fondateurs de PAP et PIE. Ils viennent d'en bas, d'origine maghrébine, une grande fratrie, et Abed est handicapé. Sombre tableau. Ils étaient infirmiers et ont dû vendre leur maison pour pouvoir sauver leur société. C'est exactement le genre d'histoire que j'aime, et comme personne ne voulait les aider, je me suis promis d'en faire l'histoire d'une réussite. Je ne l'ai pas fait par bonté d'âme, mais parce que Fatia et Abed ont une énergie incroyable et une audace sans limite. Pour attirer mon attention et réussir à venir me rencontrer chez Feed, Abed s'est fait passer pour un livreur Chronopost, après avoir fait preuve de malice auprès d'une journaliste pour avoir mon numéro de téléphone. Vous trouverez la vidéo sur mon site, elle est incroyable. Bref, retour à 2h du matin. Mais il en faut davantage. Les amoureux me disent qu'ils ont besoin d'aide pour leur levée de fonds. Qu'ils ne savent pas comment on fait un deck. Je leur explique comment procéder, leur montre des exemples, travaille la plateforme de marque avec eux, change le design, 3 heures plus tard, le deck est génial. Avec quelques introductions auprès de mes amis Business Angels, ils ont réussi leur levée de fonds en une semaine. Les biscuits PAP et PIE sont distribués dans tous les Monoprix et Franprix. Énorme succès. 1 an avant, personne n'aurait parié 1 euro dessus. Une vraie belle histoire. Une preuve par l'exemple dans le cas de PAP et PIE, l'issue est heureuse. Mais combien d'autres projets ont échoué car personne n'a voulu les soutenir? Bien trop. La lutte des classes ne fait que commencer. Pour s'extraire de sa condition initiale, il faut donc croire en soi. Parce que la lutte des classes ne fait que commencer. Et vous l'avez compris, moi, je veux faire la révolution. C'est ma promesse. Je relis souvent 1984 de George Orwell. Dans ce livre, comme dans la vraie vie, les prolétaires sont là pour travailler sans poser de questions. L'objectif est de leur retirer toute envie, et surtout, toute occasion de réfléchir. Il y a 3 classes sociales, la classe supérieure, les élites, la classe moyenne et la classe inférieure, les prolétaires. La classe moyenne finit toujours par se segmenter pour renouveler la classe supérieure. Mais ceux qui ne changent jamais de statut, ce sont les prolétaires. Les pauvres restent toujours pauvres. L'histoire le confirme de manière brutale. Pourquoi la révolution ne marche pas? Parce que quand la classe moyenne bascule du côté des supérieurs, elle découvre des privilèges qu'elle ne veut pas partager. Bizarrement, les passe-droits ne les gênent plus. L'injustice non plus. L'idéal égalitaire est très vite remplacé par l'intérêt personnel. Les gens qui ont gagné de l'argent et gagné du pouvoir n'ont pas du tout envie de le rendre. En général, ça ne leur effleure jamais l'esprit. C'est d'ailleurs le problème des politiciens, ils vous parlent liberté, égalité, fraternité, ils défendent la démocratie et la méritocratie, mais une fois qu'ils ont conquis le pouvoir, ils sont invités partout, s'occupent d'étoffer leur réseau et leur carnet d'adresses. De droite à gauche et de gauche à droite, la même règle est en marche. C'est aberrant, et ça m'étonne toujours. Il m'arrive de me retrouver à des dîners avec des politiques. Plus ils ont de la notoriété, plus ils se régalent de plats hors de prix, tout en vous expliquant l'importance de la redistribution. Je n'en ai jamais vu un seul payer l'addition, ni même faire semblant de vouloir le faire. C'est un automatisme pour eux de se faire inviter. Vous comprenez mieux maintenant mon attachement à la méritocratie. Non seulement l'ascenseur social devrait être réparé, mais, comme tous les ascenseurs, il devrait marcher dans les 2 sens. Pouvoir monter, mais aussi descendre, une personne bien née ne devrait pas se satisfaire des gains générés par le patrimoine familial, transmis de génération en génération. Tout travail mérite salaire, et tout salaire mérite travail. Je l'ai déjà dit, je suis apolitique. Je vote blanc. Mais taxer la rente me paraît pertinent. Sinon, c'est trop simple. Une génération gagne beaucoup d'argent, place bien sa fortune et les descendants n'auront jamais besoin de travailler. Ils vivront sur les acquis. C'est comme si, après avoir gagné au Monopoly,
vous gardiez l'intégralité de vos maisons et hôtels pour la prochaine partie. Impossible pour les autres de gagner par la suite. La rente est un énorme facteur d'inégalité. Les immeubles prennent de la valeur sans que les propriétaires ne lèvent le petit doigt. Spéculation. Inflation. Les loyers qu'ils encaissent continuent de monter. Mathématiquement, les locataires, eux, sont de plus en plus pauvres parce que les loyers augmentent, mais pas leur salaire, et l'inflation arrange les propriétaires en abaissant le coût des crédits. Pendant que les pauvres se précarisent, les privilégiés empruntent à moindre frais pour s'offrir de nouveaux immeubles. Avec de l'argent factice qui n'existe pas. La magie de la planche à billets de la BCE, Banque Centrale Européenne. Cela vous paraît sensé ? Oui, à la méritocratie il y a des exceptions bien sûr, mais le propre d'une exception, c'est de confirmer la règle. Lewis Hamilton, par exemple, n'était pas destiné à devenir septuple champion du monde de Formule 1. Famille plutôt modeste, enfance difficile dans la banlieue de Londres. Il le raconte lui-même dans le magazine Times, ils étaient « la sale famille de noirs », avec l'équipement dégueulasse et avec la remorque moisie. 7 fois champion du monde. Alors qu'il aurait dû faire du foot comme tous les gosses des quartiers qui rêvent de devenir Mbappé. Une chance sur 10 millions. Le foot est fondé sur la méritocratie, c'est vrai, ceux qui réussissent ont travaillé dur pour y arriver. Mais c'est aussi un faux espoir envoyé aux jeunes. Une manière de les endormir. Réussir dans le business, c'est plus accessible. Dans la crise de l'abondance, François-Xavier Oliveau nous explique comment et pourquoi les inégalités sont de plus en plus fortes. Le racisme, l'homophobie et toutes sortes d'intolérances ont beaucoup diminué ces dernières années, mais les inégalités sociales continuent de se propager, inégalité des chances, inégalité du patrimoine, c'est à se demander s'il y a une solution. Oui. La méritocratie, privilèges et pouvoir sont obtenus par le mérite. Les diplômes ont de la valeur, mais aussi l'expérience, les qualités personnelles, les valeurs. Vous vous rappelez la promesse et la mission, vos marques, empreintes, signatures. Elles sont la base du mérite personnel et permettent à chacun de trouver sa place dans la société. Mais il ne s'agirait pas que des bourgeois renversent les néo-aristos et que les pauvres deviennent encore plus pauvres, ou ne récoltent que des miettes de la méritocratie. Il ne s'agit pas non plus de refabriquer un clivage pour continuer à ne prêter qu'aux riches méritants. D'autant que l'argent est un concept extraordinaire. En grande majorité, il n'existe pas. Une fiction. Une invention. L'argent, ce sont des chiffres générés par des banques, des opérations comptables sans papier réel. L'argent ne veut plus rien dire, il est trop abstrait, en tout cas dans sa valeur, qui est très théorique, jamais vous ne verrez 1 million en liquide. Comparer le temps de travail et la pénibilité a plus de sens que comparer le solde de nos comptes en banque. La pénibilité, c'est l'énergie qu'il a fallu déployer pour faire entrer de l'argent. Une voiture à 10 000 € coûte une minute à un ultra-riche, et plus d'1 an de travail à un smicard. 1 an, c'est 525 600 minutes. Vous imaginez le grand écart ? Et pourtant, nous vivons tous sur la même planète. Pour se payer sa voiture, le smicard va devoir prendre un crédit à la consommation. Pas sûr qu'il l'obtienne sans caution. J'ai parfaitement conscience d'avoir les moyens d'acheter une voiture, une grosse voiture, sans me serrer la ceinture. Pourtant, je ne l'achète pas. Même une Ferrari, je n'en veux pas fût-il, perte de temps. Je prends le métro, le scooter ou un taxi. Je suis toujours accablé de voir des gars trimballer des poubelles, livrer les supermarchés, déménager. Des métiers physiques qui hypothèquent des années de vie. Se tuer au travail, ce n'est pas juste une expression. Alors, je pense souvent à la « monnaie hélicoptère ». Un joli mot pour une belle idée de Milton Friedman, le prix Nobel d'économie 1976. Le principe est de créer ponctuellement de la monnaie pour la distribuer. C'est un système beaucoup plus juste, inutile de se soucier des taux d'intérêt, on régule en fonction de l'inflation et des besoins. L'inflation monte ? On distribue aléatoirement des centaines de millions de monnaies hélicoptères aux citoyens. Ce serait le rôle de la Banque Centrale Européenne. Résultat, le pouvoir d'achat augmente de manière égalitaire, tout le monde bénéficie de cet argent frais. Les gens vont pouvoir acheter plus, économiser plus, c'est un cercle vertueux qui crée une égalité dans la distribution des richesses.
Cette idée n'a pas été prise au sérieux. Partager de l'argent avec n'importe qui et au hasard? Une hérésie. C'est pourtant la solution la plus intelligente pour utiliser l'argent comme un levier d'égalité. Surtout gardez l'espoir. Beaucoup de livres ont été écrits sur les inégalités. Parce que ça ressemble à une maladie incurable. Vous vous rappelez Enfance de classe de Bernard Lahire? Je vous en disais un mot plus haut. Lisez-le, vraiment. À partir de 6 familles, de la plus pauvre à la plus riche, il fait une étude sociologique qui démontre que les premiers n'ont quasiment aucune chance de s'en sortir. Quasiment. Ça ne veut pas dire totalement. D'accord, il y a de quoi désespérer, mais il ne faut pas Enfance de classe nous présente un père qui doit dormir dans sa voiture pour que son fils puisse être à l'école à l'heure le matin. De l'autre côté, une famille aisée, la fratrie est accompagnée à l'école par un chauffeur. Elle dispose de professeurs particuliers. Ça rappelle le fossé qui séparait Marie-Antoinette du peuple. Le lycée Louis-le-Grand du lycée Spartacus, qui n'existe pas. Le lycée Henri IV du lycée Aimé-Césaire provincial. Pour autant, s'en sortir reste possible, j'y suis bien arrivé. Oui, je fais partie des exceptions. Presque une erreur statistique. Il faut faire en sorte de les multiplier. J'espère que ce livre inspirera quelques-uns d'entre vous. Vous ne serez peut-être que 10, mais à votre tour vous inspirerez 10 personnes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit des millions. C'est ça, la révolution, une onde de choc. Se prendre en main, c'est aussi se préparer à cette guerre contre l'esclavage moderne et pour l'égalité. Dans 2 siècles, les smicards seront perçus comme des esclaves salariés. On ne comprendra pas comment des gens ont pu s'user à l'usine, s'empoisonner à l'amiante ou s'intoxiquer à la sueur. Ça paraîtra aussi bizarre que l'Ancien Régime, les milliers de mètres carrés du château de Versailles face aux milliers d'hectares de boue laissés au peuple. Récapitulons. Créer de l'émotion. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Ne pas se formaliser des inégalités. Quand un fils à papa vous donne des leçons d'existence, restez calme et lui sourire. Cette personne est une blague. Vous, un diamant brut. Ne pas se perdre en débats inutiles, juste propice à l'énervement, et au risque de passer pour une bête, un sauvage. Être patient. Tirer parti des occasions qui se présentent. Accepter l'échec. Combattre la rage, elle est destructrice. Au contraire, la canaliser, l'utiliser comme un moteur, et non une force incontrôlée qui démolit tout autour de vous. Vous valez mieux que ça. Gardez foi en soi. Vous trouverez votre voie. Vous tombez? Relevez-vous. 8. Vous avez réussi. Renvoyez ascenseur. La vraie revanche, c'est de s'émanciper et d'aider les autres à s'extraire de la vie qu'on leur impose. Réussir, quelques secrets. Il y a des moments où tout réussit. Il ne faut pas s'effrayer, ça passe, Jules Renard. Pas facile, la réussite, et pourtant, vous y voici. Vous l'avez rattrapé alors que vous couriez sur un long chemin jalonné d'échecs. Maintenant, tout a l'air de fonctionner. Méfiance, ou plutôt un conseil, ne jamais oublier les années compliquées qui ont précédé. S'en souvenir aide à garder la tête froide et les pieds sur terre. L'humour aussi. L'autodérision surtout. Se moquer de soi-même parfois, ça fait du bien. Aussi pour réussir, il faut se répéter comme un mantra, passion, patience, travail, ambition, curiosité, obsession, sacrifice, résilience, mais aussi reconnaissance et solidarité. À défaut de renvoyer l'ascenseur, votre réussite n'aura pas beaucoup de sens. Mettons que vous soyez devenu riche. Pour cela, vous avez maîtrisé 3 éléments. 1. Générer de la valeur, gagner de l'argent. 2. Économiser l'argent que vous avez généré. Beaucoup sont capables de gagner de l'argent, mais ils le dépensent immédiatement. Leur train de vie augmente en même temps que leurs revenus. Pour avoir 10 000 € de plus que l'année précédente, la majorité des gens pensent qu'il faut gagner 10 000 € supplémentaires. Mais vous pouvez aussi réussir cet objectif en dépensant 10 000 € de moins que l'année dernière. Moins de vacances, moins de vêtements, moins d'iPhone, moins de voitures, moins de restaurants. 3. Investir l'argent que vous avez généré et économisé. Maintenant, il s'agit de le faire fructifier. Parce qu'il se dévalue avec l'inflation.
Il faut le sortir de votre livret à obsolète et le placer intelligemment. Même les riches qui ont de très hauts revenus gagnent souvent plus d'argent avec leurs investissements. Exemple, Kobe Bryant, RIP, joueur pro de NBA, a gagné 300 millions de dollars de salaire dans l'intégralité de sa carrière. Il a bien placé son argent, et a récupéré plus de 700 millions avec ses investissements. Ces 3 points sont donc complémentaires, et pour les maîtriser, il faut augmenter sa capacité de travail et être capable de supporter la pression. Un pur ambitieux n'est pas facile à vivre, sa passion passe avant tout le reste, le dévore et épuise son entourage. Vous voici donc un leader, car vous avez su oser, ouvrir les champs des possibles, créer l'impulsion qui fera mouvoir les autres. Le leader, c'est l'innovateur. Celui qui, dans le modèle d'Everett, est suivi par les premiers adeptes, puis la majorité précoce, la tardive. Être leader, c'est aussi s'entourer de gens qui, parfois, vous trahiront, mais ce n'est pas grave. Rien ne doit vous arrêter. La réussite, peu importe le domaine, demande un engagement maximal. C'est un peu un sacerdoce. Vous entrez dans les ordres? Votre rêve devient votre religion, qui s'accompagne de certains sacrifices, inévitablement. Il n'est pas rare que je travaille jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Pas de sortie, peu de soirées, on l'a vu. Ces sacrifices me coûtent peu parce que je les ai choisis et qu'ils me permettent d'assouvir ma passion. Je préfère passer ma nuit à lire des livres, ou analyser mes futurs investissements, plutôt que d'aller boire des verres. Égoïste? En un sens. Et je vous recommande de l'être, car pour être efficace il faut se concentrer sur soi. Votre projet est votre œuvre, vous êtes en train de vous fabriquer un destin. On a parlé de mon mode de vie quasi ascétique, en vase clos, que l'on pourrait presque qualifier d'hibernation. L'énergie s'accumule, comme en vue d'un championnat. Je n'ai pas oublié que la vie est une compétition, et moi comme vous, un gladiateur. Quand je défends un projet, je joue ma vie. En public, j'expose une toute autre facette de ma personnalité. Je suis en représentation, je porte mon habit de Star-Trooper. Ce personnage, celui que vous aussi vous allez créer, est authentique, mais il doit être subtilement excessif. Un peu comme les artistes qui doivent passer au maquillage avant de s'exposer aux lumières de la scène. C'est aussi lié à la puissance que vous allez dégager. Les gens se diront, il est totalement génial. Ou bien, il est complètement fou. Cette frénésie, ce génie, c'est votre marque, empreinte, signature. Le secret de votre réussite. Renvoyez l'ascenseur. Accumule, puis distribue. Sois la partie du miroir de l'univers la plus dense, la plus utile et la moins apparente, disait René Char. La réussite ne vous oblige à rien, en théorie, mais rien non plus ne vous interdit d'être juste. La justice, ça me tient à cœur. Pour cette raison, aider les jeunes défavorisés était la suite logique de mon histoire. Pour que tous ceux qui sont dans la difficulté puissent ne pas renoncer à leurs rêves, j'ai créé FID. Bac. Un programme solidaire qui donne une chance à ceux qui n'en ont jamais eu. Jamais je n'aurais imaginé faire du caritatif quand j'étais jeune. Lorsque j'étais dans la précarité la plus totale, ma colère m'inspirait plutôt des idées de vengeance. Personne ne m'ayant rien donné, je me projetais égoïste et non altruiste. Mon esprit était empoisonné par des idées de destruction. J'étais du côté obscur de la force. Je voulais me venger. Mais en réalité, la vraie revanche, c'est de s'émanciper et d'aider les autres à s'extraire de la vie qu'on leur impose. Chaque personne sauvée, inspirée, motivée est une réussite qui donne du sens à mon existence. J'ai compris que la bienveillance profite à celui qui la reçoit, mais aussi à celui qui l'offre. En partageant ce que vous avez, vous gagnez autant que celui à qui vous donnez. Cela peut prendre plusieurs formes, fondation, association, simple engagement. Ce sont des moyens financiers, du temps donné, des idées partagées, ou autre chose encore, si cela vous ressemble. Admettons que votre passion soit l'écologie. C'est votre domaine, votre verticale, vous en avez fait un projet qui marche, créez une marque ressemblant à votre image, et un jour vous gagnez beaucoup d'argent. Il est temps de renvoyer l'ascenseur. Vous le ferez peut-être en plantant des arbres. Vous vous rappellerez les bouts de plastique que vous ramassiez enfant sur la plage. Cette action vous remettra les pieds sur terre. Si vous êtes rescapé d'un naufrage de migrants en Méditerranée, vous aurez en tête d'aider d'autres exilés.
Si vous avez connu la pauvreté, vous aiderez ceux qui y sont encore. La plupart du temps, notre engagement reste lié à notre histoire. On apporte aux autres ce qui nous a manqué. C'est toujours ce jeu de miroir, où l'on se revoit en eux et eux se projettent en nous. Leçon d'humilité. Question de responsabilité. Nous avons une obligation morale, sociale, alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de choisir réellement un domaine qui nous plaît, nous parle, où nous avons une certaine crédibilité. Pourquoi s'engager pour la sauvegarde des ours polaires si ce domaine ne nous intéresse pas? D'autres le feront mieux que nous. De mon côté, c'est aider les jeunes défavorisés qui me passionne. Ça me tient à cœur parce que je l'étais. Je m'en suis sortie, je me suis réparée, ou plutôt j'ai appris à vivre avec mes blessures et mon démon intérieur. Clairement, mon désir de sortir les autres de l'impasse résonne avec ma propre guérison. En aidant les autres, c'est aussi moi que je cicatrise. Chaque fois que je rencontre des personnes en détresse, des personnes que je vais accompagner dans leurs projets, je les écoute derrière mon bureau. Et je me dis, ah oui, moi c'était pareil, je me souviens. Je revis l'extraction de mon milieu, de mon destin initial. Quand j'investis dans des projets de start-up, je revis aussi mes premiers moments. Revanche, vous voyez, moi, je les aide alors que vous n'êtes pas venu m'aider. Voilà pourquoi j'aime écouter ces mésaventures. Je me dis aussi ah oui, quand même. Tu n'as vraiment pas à te plaindre. Quand on gagne beaucoup d'argent, on a tendance à se déconnecter de la réalité, même quand on vient d'en bas. On perd très facilement la raison. Le bon sens, le sens commun. Parce que tout le monde autour de nous est riche, très riche. Avec des problèmes de nantis. En fait, tous ceux qui me rappellent d'où je viens me sauvent de la vacuité. Vous l'aurez compris, la bienveillance repose sur des motivations très personnelles. Pas de véritable fraternité sans un minimum d'amour-propre. Parce que tant que vous ne vous respectez pas vous-même, tant que vous n'avez pas foi en vous, vous ne pouvez ni aider, ni faire confiance aux autres. Le renvoi d'ascenseur permet aussi de faire comprendre que votre marque n'est pas juste un produit mercantile, mais un engagement sociétal. FID. Par exemple, c'est avant tout un esprit, un art de vivre et de penser. Ce ne sont pas uniquement des barres de nutrition, mais la promesse dont on a parlé, révolution et méritocratie. C'est une contribution à notre prospérité économique, FID. A aidé au décollage de 40 startups. Et avec FID. BAC, je soutiens des projets associatifs où s'impliquent mes équipes. Mes collaborateurs réalisent, et c'est important aussi pour leur épanouissement personnel, qu'ils ne sont pas là seulement pour faire du chiffre. Le but ultime est de participer à une cause commune symbolique, qui nous dépasse et donne du sens à nos actions. Ils apprécient de ne pas se lever le matin uniquement pour vendre du feed, mais également pour changer des destins. FID. BAC. Est aux prises avec le monde réel. Mes engagements solidaires me préserveront de la tour d'ivoire où sont enfermés les plus fortunés. Je ne peux pas me séparer du peuple, j'en viens, et c'est à lui que s'adressent mes produits, mon projet. Je me dois de le respecter. Renvoyer l'ascenseur m'a permis et vous permettra en outre de créer une image forte, et de faire comprendre au public que la marque créée est générationnelle et fait sens. Votre implication est noble tout simplement parce qu'elle est vraie. Les gens vont se sentir plus proches de vous, s'identifier, vous soutenir dans l'aventure. Non seulement ils vont acheter votre produit, ou adhérer à votre projet, mais vous les convertirez à votre cause. Que ce soit des bars, de la tech, de la musique ou de la blockchain, ils vous suivront. Parce qu'ils vous font confiance. Parce que vous êtes loyal avec eux. Soyez comme Maximus et levez une armée. Changez le système avec l'aide du peuple. Épilogue. Et maintenant, changeons le monde. Pourquoi pas construire un monde meilleur, permettre aux gens d'en bas, à ceux qui n'ont rien, au peuple, dont je viens, de prendre le pouvoir. J'ai confiance en la détermination, en la résilience, en la volonté vitale de faire bouger les lignes. Pour y arriver, nous devons être nombreux à faire mentir cet échec programmé. Nombreux à nous extraire de notre condition sociale originelle. Nombreux à générer de l'argent, l'économiser, l'investir intelligemment, et ensuite peser sur le sort du pays. Il y aura du sang et des larmes. Beaucoup plus d'échecs que de succès. Des petites joies et des déceptions infinies.
Nous ne ferons pas tous fortune et il n'est pas nécessaire de réussir matériellement pour accomplir ce rêve de révolution. Il nous faut aussi des penseurs, des artistes, des rêveurs. Nous aurons besoin de cette énergie collective pour nous émanciper du système de cette matrice perverse en circuit fermé dans laquelle nous sommes emprisonnés. Matrix, œuvre des Wachowski, a toujours nourri mes réflexions. Les élites et classes supérieures ne paraissent pas forcément oppressives pour tous ceux qui sont moins bien lotis. L'illusion du libre arbitre contente ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. Il suffit de « contenir » une partie de la population pour pouvoir asservir l'autre, sans craindre de mobilisation trop massive. Ainsi, une poignée d'individus peut mettre à genoux des milliards de personnes. Pire, leurs rêves. Cette « bourgeoisie » est incarnée, dans Matrix, par le mérovingien, Lambert Wilson, qui utilise sa condition pour justifier un déterminisme social, auquel personne ne devrait s'opposer. Il prodigue l'espoir et la peur. L'espoir d'avoir mieux et la peur de perdre ce que l'on a. Voilà où nous en sommes, dans une bulle artificielle. On se croit vivant dans un monde réel alors que nous sommes des enveloppes corporelles asservies par une illusion. Notre monde est faux. Pas facile de s'en libérer. Nombreux sont ceux qui préfèrent rester dans une existence factice, mais réconfortante, plutôt que d'affronter le réel. Et de se confronter à une certaine médiocrité. Ma maison n'est pas terrible, mais j'ai un toit au-dessus de la tête. Je vivote avec mon RSA. Pourquoi ferais-je la révolution? Pourquoi sortir de la matrice? Pour que les esclaves se soulèvent, il leur faut des preuves par l'exemple. Ma réussite en est une. La vôtre aussi l'est, ou le sera bientôt. Nos réussites redonneront la foi à ceux d'en bas. Je nous crois à un tournant de l'histoire de l'humanité. À deux doigts de la révolution des esprits et des systèmes politiques. Comme dans Matrix, une anomalie peut mener à une insurrection. Si j'ai réussi à monter aussi haut en me faufilant au milieu des nantis, vous pouvez le faire aussi. Ils ne seront plus jamais tranquilles. Partout où ils iront, nous serons là. Quand ils penseront nous avoir vaincus, nous frapperons. Quand ils voudront nous dominer, nous nous rebellerons. De l'intérieur, nous ferons imploser le système. Soyons prêts. Déterminés. Convaincus. Résilients. La soumission doit cesser. Le soulèvement commence. Remerciements. Merci à la Team Feed, qui m'accompagne au quotidien. Merci à David Hervé Boutin pour son accompagnement et sa confiance. Merci à Arthur pour sa préface.